Donc, c'est quoi la mi-temps? Peut-être qu'Anna, c'est la première fois que tu joins à nous pour une mi-temps. En fait, c'est une série de webinaires mensuels présentés par Pour 3 points qui offre conseils, ressources pour des coachs ou tout autre individu qui est engagé auprès des jeunes. Donc, juste pour vous donner un petit peu une idée du déroulement du webinaire. Donc, dès que je vais avoir fini de parler, c'est-à-dire comme là, bientôt, là, notre invité va commencer sa présentation du thème d'aujourd'hui. Ça va durer à peu près une cinquantaine de minutes. Euh, Puis si vous avez des questions, probablement que vous allez avoir des questions, on réserve une période d'environ 30 minutes à la fin pour répondre aux questions et échanger. Donc, on vous invite à noter vos questions et à les garder pour la fin. Et si vous êtes comme moi et vous avez peur de les oublier, vous pouvez aussi les déposer dans le chat du Zoom. Et quand on va débuter la période de questions, on va débuter avec les questions qui vont être dans le chat. Et si vous voulez poser une question dans l'anonymat, vous pouvez m'envoyer votre question en privé dans le chat. On va pouvoir la poser en gardant votre nom anonyme si vous êtes plus à l'aise avec ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais? OK. De toute façon, c'est ça qu'on fait. All right. Donc, la mi-temps de ce mois-ci a pour terme soutenir les sportifs vivant de l'anxiété de performance. Chez Pour 3 points, notre approche du coaching, pour ceux qui nous connaissent, c'est une approche dite humaniste où l'humain est au centre de notre approche, de nos interventions. Puis, tu sais, on est conscient que les coachs travaillent avec des humains qui sont des athlètes et pas l'inverse. Puis en tant qu'humain, ben, on vient avec des défis, des différents défis, comme l'anxiété de performance. Et souvent, comme coach, je suis coach moi aussi, comme certains d'entre vous, euh, on réalise qu'on n'est pas toujours outillé pour faire face aux réalités que vivent nos humains athlètes. Euh, c'est pour ça que je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de la conversation qu'on va avoir aujourd'hui sur l'anxiété de performance et je suis certain que ça va nous informer, ça va nous outiller pour mieux soutenir et accompagner nos athlètes qui vivent avec ces enjeux-là. Donc bref, sans plus tarder, je vous présente notre invité de la mi-temps d'aujourd'hui, Sophie Labossière, qui est psychoéducatrice et membre étudiante de l'Association canadienne de psychologie du sport et étudiante au doctorat en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Dans le cadre de ses études doctorales, Sophie s'est intéressée au développement de symptômes et de troubles de santé mentale chez les personnes étudiants athlètes universitaires au Québec avant et pendant la pandémie de la COVID-19. Aussi, elle travaille actuellement avec le Vert et Or pour offrir des services psychosociaux aux athlètes et un soutien avec la préparation mentale des équipes sportives. L'été dernier, elle a créé un projet balado qui s'appelle Match contre la COVID, santé mentale sur la ligne, pour soutenir la santé psychologique des sportifs et athlètes pendant la pandémie. On sait tous à quel point les athlètes ont été très affectés par la pandémie. Donc, vous pouvez écouter ce balado sur pas mal toutes les plateformes connues. Donc, bref, elle fait beaucoup de choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est très content qu'elle ait choisi de prendre du temps pour être avec nous ce midi. Donc, je laisse la découvrir sans plus tarder. Sophie, je te cède la parole et je nous souhaite à tous une bonne mi-temps. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vais commencer par partager mon écran. Ce sera pas bien long. Je vais mettre ça en mode présentation. Excellent. Oui, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. J'espère que la présentation va vous outiller. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, l'objectif, c'est de soutenir les sportifs et sportives qui vivent l'anxiété de performance dans le cadre d'équipes sportives. La présentation a 3 objectifs. Le premier, c'est de reconnaître ce que c'est l'anxiété de performance chez les athlètes. Ensuite, d'être capable d'adopter une posture de bienveillance auprès des athlètes, puis de s'approprier des outils pour accompagner un ou une sportive qui vit de l'anxiété de performance. Donc maintenant, dans le premier bloc, pour décrire ce que c'est l'anxiété de performance, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous préciser que
La santé psychologique peut affecter la performance sportive, puis qu'à l'inverse, les performances obtenues peuvent aussi affecter la santé psychologique, que ce soit positivement ou négativement. Si on pense par exemple à un athlète qui est très investi dans son sport, qui a une identité d'athlète très forte, puis qui vit une contre-performance, ça pourra y apporter des sentiments négatifs. Vous avez probablement déjà vécu ça de votre côté ou accompagné des athlètes qui en ont vécu. Puis ça peut aussi entraîner là, des symptômes et troubles de santé mentale. Puis à l'inverse, le fait de présenter des symptômes et troubles de santé mentale fait en sorte qu'un athlète ne sera pas dans l'espace cognitif approprié pour performer. Il pourrait y avoir des répercussions sur sa performance. Donc, l'anxiété de performance et le stress, c'est des difficultés qui sont vécues par plusieurs athlètes. L'un comme l'autre peuvent affecter la performance sportive, comme je l'ai dit. Au plan de l'anxiété et du stress, ça peut toucher certaines habiletés sportives, comme par exemple la synchronisation, comme le fait d'être capable d'attraper une balle de manière synchrone, d'être capable de viser, d'y aller avec précision, comme un lancer. En lien avec le traitement de l'information aussi, il peut y avoir une lenteur. Dans le cas de sport d'équipe, où est-ce qu'il y a plusieurs notions à considérer au même moment, par exemple, savoir où est-ce que les joueurs adverses sont positionnés, comment nous, on peut évoluer dans cette situation de match-là, on peut avoir plus de difficultés finalement à traiter l'information puis à adopter des décisions appropriées dans le cadre de notre sport. Le stress et l'anxiété qui sont vécus de manière intense peuvent aussi entraîner des risques accrus de blessures. Puis, c'est aussi associé à la surveillance excessive des erreurs potentielles. Ce qu'on entend par là, c'est que, par exemple, dans une situation de soccer, comme l'image ici présente, si un athlète se dit « il ne faut pas que quand je lance au but, je vise le poteau », puis qu'il se répète toujours ça dans sa tête, bien, il y a des chances qu'il focus tellement sur le poteau puis le fait de ne pas l'atteindre que son mouvement va être moins fluide, puis peut-être qu'il va justement viser le poteau plutôt que le but. Donc, ça peut entraîner là, des erreurs supplémentaires. Donc, jusqu'à là, j'ai parlé du stress et de l'anxiété, mais c'est quoi la différence entre ces deux concepts? Le premier, le stress, c'est vraiment en réaction à une situation concrète qui se passe ici et maintenant. Donc, suite à une situation, il va y avoir une réaction d'alarme qui est, par exemple, de combattre, de fuir ou de figer. Fait qu'ici, dans une situation, par exemple, d'une compétition de cyclisme, si devant moi, il y a un sportif qui tombe, bien, je vais probablement entrer en état de stress. Il y a une situation concrète présente qui me demande d'entrer en mode réaction rapide, finalement, puis mon corps va entrer en réaction d'alarme, me préparant à affronter cet enjeu-là. Fait que mon cœur va s'accélérer, mon sang va se rendre dans mes membres, dans mes muscles pour être capable là, de répondre rapidement à cette menace que je perçois. Donc, dans ce cas-là, on peut penser que c'est une réaction qui est adéquate, étant donné qu'il y a un enjeu réel. Dans le cas de l'anxiété, il s'agit plus d'anticiper une situation qui est future et incertaine. Fait que c'est souvent penser à des situations qui vont peut-être arriver, qui peut-être n'arriveront pas aussi. Fait que ça va aussi entraîner une réaction d'alarme, fait que le fait d'encore avoir là, une réponse physiologique associée à ça, mais aussi des pensées négatives. Fait que si on reprend la même situation de compétition de cyclisme, si par exemple c'est une belle journée ensoleillée, puis que moi je vis de l'anxiété, peut-être que je vais me demander, mais qu'est-ce que je vais faire s'il se met à pleuvoir? Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un tombe, si ma roue part, si je dérape? Donc, on voit vraiment qu'il y a des pensées catastrophiques qui sont associées à l'anxiété de situations hypothétiques qui n'arrivent pas. Puis probablement que face à ces pensées-là, en tant qu'athlète, je vais peut-être modifier ma façon d'agir dans la compétition. Fait que peut-être que je vais être plus prudente, que je vais porter plus attention que je vais diminuer mon attention finalement face à ma compétition puis à mes objectifs que je m'étais fixés parce qu'il y a une grosse partie de mon attention qui va être focusée sur ces pensées catastrophiques-là. Donc ici, pour ce qui est du stress, vous avez probablement déjà entendu parler là, de cette courbe du stress de Yerkes-Dodson. En fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a un niveau de stress qui est associé à la performance, puis il y a deux niveaux qui seront associés à des contre-performances de manière générale. Fait que ça prend un certain niveau de stress pour être capable de performer adéquatement. Puis si on n'a pas assez de stress, bien, on va être pas assez stimulé pour performer. On va peut-être être apathique, s'ennuyer et tout. Puis si on vit trop de stress, bien là, on va voir que la performance va décroître. Ça va être associé à de l'anxiété, de la fatigue, puis peut-être à long terme au burn-out. Donc là, ici, j'ai parlé du stress, qu'il y a un moment où est-ce que le stress peut être positif. Pour ce qui est de l'anxiété,
de manière générale, ce n'est pas nécessairement des pensées qui sont positives pour la performance ou le bien-être de la personne. Par contre, si on emploie ces pensées catastrophiques-là pour préparer l'athlète, fait que le fait de se dire, bien, ça se peut qu'il arrive une situation, une météo qui nous amène à revoir là, nos stratégies pendant une situation de match. Bien, si avec l'athlète en prévision d'une potentielle situation, bien, on essaie de le préparer, de trouver des outils, puis de l'outiller finalement, bien, ça peut être bénéfique. Donc ici, maintenant, je tiens à vous présenter là, les ingrédients du stress et de l'anxiété. Donc, pour ce qui est du stress, ça se déploie avec l'acronyme CINE. Donc, le fait de vivre un contrôle faible. Donc, la manque ou la perte de contrôle peut faire en sorte finalement qu'on va vivre du stress. L'imprévisibilité aussi. Donc, l'impossibilité de savoir à l'avance ce qui se passera ou si quelque chose de complètement inattendu va se produire, ça peut entraîner de l'anxiété. La nouveauté dans le même sens aussi. Puis, quand on sent que notre ego est menacé, quand on pense que les gens vont douter de nos capacités, ça aussi, ça va nous prédisposer à vivre du stress. Pour ce qui est de l'anxiété, là, j'en ai pas parlé, mais en fait, pas mal tout le monde dans sa vie va vivre du stress puis des pensées anxieuses. Mais ce qui va différencier une personne qui vit de l'anxiété de performance d'une personne, de monsieur, madame, tout le monde, c'est le niveau d'anxiété qui est vécu, le niveau de pensées envahissantes qui sont vécues. Donc, à partir du moment que ça entrave le fonctionnement normal de la personne, là, ça devient plus problématique. Puis, en tant qu'entraîneur, je vous conseille de référer l'athlète à des services supplémentaires, par exemple en psychologie du sport ou en psychologie tout court, avec des services psychosociaux aussi. Donc, pour ce qui est de l'anxiété, il y a plusieurs facteurs de risque qui sont associés aussi. Donc, entre autres, les attentes. Donc, les attentes qu'une personne peut se mettre envers elle-même, mais aussi les attentes de l'environnement. On a toujours en tête les parents qui peuvent aussi avoir des attentes importantes sur les joueurs et les joueuses, mais aussi les entraîneurs, l'équipe sportive aussi, les athlètes entre eux. Il y a aussi la perception de la performance. Donc, un athlète qui veut s'améliorer versus un athlète qui veut être le meilleur, mais ça va aussi avoir un impact là, sur son niveau d'anxiété. Même chose pour l'importance qu'il accorde à la compétition. Si c'est une compétition là, qui est associée à des enjeux importants pour l'athlète, bien, ça risque d'y entraîner plus de pensées anxieuses. Puis, l'estime de soi aussi. Une personne qui a une estime de soi plus faible va penser qu'elle n'a pas les capacités pour répondre à une situation sportive donnée. Donc, elle va peut-être elle va être plus prédisposée à vivre des pensées anxieuses. Donc, c'est possible d'intervenir sur ces facteurs de risque, sur plusieurs d'entre eux. En tant qu'entraîneur, on peut tenter de le faire pour prévenir ou diminuer l'anxiété de performance chez les athlètes. À l'inverse, il y a plusieurs facteurs de protection à l'anxiété, comme par exemple le fait que les athlètes aient des relations sociales positives. L'estime de soi aussi et le sentiment d'efficacité personnelle sont très importants. Les saines habitudes de vie, donc si un athlète dort bien, s'alimente bien, tout ça, bien, ça va être associé ça va être protecteur de l'anxiété. Puis le fait de cibler des objectifs qui sont atteignables, donc SMART, là, vous êtes peut-être familier avec ça, là, mais spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, ça permet à l'athlète d'améliorer son sentiment d'auto-efficacité, sa confiance en soi et tout, parce qu'il va vivre des réussites, il va savoir qu'il a les moyens pour performer dans le sport. En tant qu'équipe, je pense que pour 3 points, fait beaucoup la valorisation de tout ça, mais le processus d'apprentissage qui est valorisé, c'est très gagnant aussi pour enlever un niveau d'anxiété dans l'équipe. Donc, le fait de valoriser sur l'acquisition de compétences plutôt que sur le résultat, ça peut enlever beaucoup de pression là, reliée à la performance. Puis finalement, le point essentiel, le fait d'être des coachs soutenants et bienveillants, ça aussi, c'est très gagnant, puis on va pouvoir le voir là, par la suite. Donc ici, dans le même sens, c'est possible de prévenir puis de réduire l'anxiété de performance des athlètes en augmentant, en jouant sur les facteurs de protection. Donc ici, pour appliquer là, le contenu qu'on vient de voir, j'ai créé une petite mise en situation fictive. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de réel, là, je l'ai inventé. Mais on va le faire ensemble. Donc, l'objectif, c'est de voir comment, avec cette mise en situation-là, on peut réduire les facteurs de risque puis augmenter les facteurs de protection. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'histoire de Cynthia qui s'est blessée avant les fêtes alors qu'elle pratiquait le 400 mètres haies en athlétisme.
Elle est maintenant de retour à l'entraînement, émet les bouchées doubles pour retrouver sa forme, mais elle est très craintive. Elle veut éviter à tout prix de se reblesser car elle veut participer aux compétitions à venir et faire un podium pour clore en beauté sa carrière sportive, étant donné que c'est sa dernière année avant qu'elle prenne sa retraite sportive. En entraînement, elle réduit sa vitesse par prudence, ce qui fait qu'elle vit des déceptions. Ses temps sont moins bons qu'auparavant. De plus, elle se concentre beaucoup lorsqu'elle fait des mouvements, ce qui rend sa technique plus saccadée et moins efficace, la mettant à risque de commettre des erreurs et de tomber. Cynthia est très préoccupée et commence à se décourager. Elle montre moins de motivation et laisse entendre qu'elle n'est plus certaine de vouloir participer à la prochaine compétition. Donc ici, on va regarder maintenant quels sont les facteurs de risque, puis quels sont les éléments de protection pour être capable de bien accompagner Cynthia. Donc ici, dans les facteurs de risque, on voit qu'elle a des attentes élevées envers elle-même. Elle vient de se blesser, elle est au retour au sport, puis elle vise un podium déjà au courant de son été. La perception de la performance aussi est vraiment axée sur le résultat, sur la compétition, le fait de faire le podium, plutôt que sur le processus, l'acquisition de compétences, de réhabilitation au sport et tout. Puis, son estime de soi et son sentiment de compétence ont probablement aussi été affectés, étant donné qu'elle est plus prudente, elle vit moins de succès dans ses entraînements, elle a vu que ses temps ont diminué. Donc ici, là, c'est des éléments, des facteurs de risque qu'on pourrait travailler. On pourrait, entre autres, voir avec elle ses attentes, voir qu'est-ce qui semble réaliste, peut-être l'aider à se fixer des objectifs qui sont plus atteignables à court terme pour qu'elle vive des succès. On pourrait voir aussi ce que c'est la performance pour elle. On pourrait peut-être essayer de lui faire prendre conscience des progrès qu'elle a faits aussi jusqu'à présent. Puis, pour ce qui est de l'estime de soi, bien, justement, en vivant des réussites, des petits succès, bien, ça va aussi améliorer son sentiment de compétence. Pour ce qui est des facteurs de protection, Cynthia a été blessée pendant un certain temps, puis maintenant, elle est de retour à l'entraînement, mais pendant un certain temps, on peut penser qu'elle n'a pas vu ses coéquipiers. Donc, ce serait intéressant de voir avec elle comment son retour dans l'équipe se passe, voir ses relations sociales, tout ça. La réadaptation physique aussi, comment ça se passe, puis aussi ses saines habitudes de vie, est-ce qu'elle est capable d'en conserver? Est-ce qu'elle a un sommeil adéquat? Est-ce qu'elle s'alimente bien? Tout ça. On va aussi peut-être revoir ses objectifs. Peut-être qu'avant sa blessure, c'était ça, de faire un podium, là, puis qu'elle a gardé ces objectifs-là malgré sa blessure, mais peut-être qu'on pourrait les décortiquer pour les rendre plus atteignables dans l'ensemble. Travailler sa confiance en lui faisant vivre des succès, on a abordé, puis axer sur le processus d'apprentissage. Puis finalement, faire preuve de bienveillance. Donc, en tant que coach, comment réagir auprès d'athlètes qui vivent beaucoup d'anxiété lors des entraînements ou des compétitions, qui ont vécu une mauvaise performance à cause de leur anxiété? Donc, en général, ce qui est gagnant, c'est de tenter d'adopter une posture de bienveillance. Maintenant, on va tomber dans le deuxième objectif de la présentation, qui est de voir comment adopter une posture de bienveillance. En gros, la bienveillance, ce que c'est d'avoir une attitude positive envers quelqu'un. Donc, ce n'est pas d'avoir de la compassion ni d'être complaisant, ça inclut l'exigence aussi. C'est un moyen de soutenir l'autonomie d'une personne, hein. Puis ça vise le bien-être et le bonheur d'une personne. C'est un processus réflexif qui est axé sur l'action, qui concerne la découverte de l'autre et l'adoption de comportements visant à reconnaître, valoriser, faire confiance et favoriser le développement de l'autre. Donc, il n'y a pas de bienveillance si la personne qui la reçoit ne la ressent pas. Donc, si c'est bien beau ces définitions-là, mais concrètement, comment ça peut se mettre en place? Pour l'aider à la représenter, bien, je vous ai présenté là, des exemples finalement d'approches plus à risque et de comment on pourrait adopter une approche plus de bienveillance dans la même circonstance. Fait que si, par exemple, vous avez un camp de sélection qui s'en vient pour recruter des joueurs dans votre équipe, des joueurs et des joueuses, bien, ça se peut que vous ayez ce type de discours. Donc, le camp de sélection est très exigeant. Ici, ça passe ou ça casse. L'attention derrière ça, probablement que c'est de motiver les athlètes à donner leur maximum. C'est de les préparer, d'augmenter leur niveau de stress pour qu'ils se donnent à 100% finalement. Fait que c'est une bonne intention, mais le message est passé de manière un peu raide, on peut penser. Puis ça peut faire en sorte que les athlètes vont avoir un niveau de stress beaucoup supérieur à ce qui serait nécessaire pour qu'ils performent adéquatement. Donc, dans ce cas-là, pour adopter une approche qui serait plus bienveillante, on pourrait plutôt leur dire un message dans ce type-là.
Donc, vous avez probablement entendu que le camp de sélection est exigeant et c'est vrai qu'il demande beaucoup d'efforts. Pour mettre les chances de votre côté, tentez de donner votre 100% et de bien écouter nos instructions. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Donc, ici, on transmet encore une fois le même besoin, la même attention là, envers les joueurs, mais de manière à ce qu'ils aient un stress plus adéquat en lien avec l'objectif qui est qu'ils donnent leur 100% dans le camp de sélection. Un autre exemple, dans le cas, par exemple, où vous seriez un entraîneur de natation, si vous avez un nageur, Simon, qui est très craintif de faire ses plongeons de départ alors qu'il est observé par ses coéquipières et coéquipiers, peut-être que vous auriez tendance à l'accommoder en acceptant qu'il ne pratique pas ses plongeons en même temps que les autres, mais plutôt à la fin de l'entraînement pour éviter qu'il soit vu par ses coéquipiers. Donc, ici, il n'y a pas assez de stress, à l'inverse. Donc, on le met en situation où est-ce qu'on encourage peu son autonomie, on encourage peu son développement, on l'accommode, mais sans nécessairement le pousser à sortir un peu de sa zone de confort pour s'améliorer. Ce qui fait en sorte que c'est une approche peut-être plus à risque. Donc, si on cherche à adopter une approche davantage axée sur la bienveillance, bien là, on pourrait soutenir Simon face à ses craintes en lui proposant plutôt de pratiquer ses plongeons quand plusieurs de ses coéquipières et coéquipiers sont en train de nager. Donc, ce qui fait qu'il y aurait moins de personnes qui le verraient. Il y aurait seulement les gens qui iraient boire de l'eau ou qui auraient terminé leur série à certains moments pendant qu'ils pratiqueraient. Donc, ça lui permettrait de donner un défi plus réaliste, de donner quand même un niveau de stress, puis de travailler son autonomie. Donc, vous valorisez, l'objectif, c'est aussi de valoriser les progrès qu'il fait, de l'encourager. C'est important qu'il sache là, que ça va bien ses affaires. Puis, vous lui dites que la prochaine fois, bien, il sera amené à pratiquer les plongeons en même temps que les autres. Donc, c'est de décortiquer un objectif pour lui faire vivre des réussites avec un niveau de stress optimal. Donc, pour adopter une posture de bienveillance, il faut souvent se questionner par rapport à 3 questions. Donc, est-ce que mon intervention stimule l'autonomie des athlètes? Est-ce que ça permet aux athlètes d'être dans un état de stress optimal? Puis, est-ce que ça va aussi stimuler leur motivation? Donc, pour ce qui est de l'autonomie, on devrait tenter d'impliquer les athlètes dans la prise de certaines décisions. En lien avec l'état de stress, bien, c'est ça, il faut s'assurer de réduire ou d'augmenter le niveau de stress pour qu'il soit le plus adéquat possible. Puis, finalement, pour la motivation, bien, il y a plusieurs manières de garder un athlète motivé. Entre autres, là, bien, d'établir des objectifs qui sont réalistes et atteignables, puis de faire en sorte qu'il vive des petites victoires, puis de l'encourager aussi d'encourager son sentiment d'appartenance dans l'équipe sportive. Donc, c'est important de garder en tête qu'il faut être proactif et proactive, puis s'intéresser à l'impact de nos actions sur les athlètes. On vise le développement et l'autonomie des athlètes. Donc, c'est important de garder en tête qu'une action bienveillante peut engendrer de l'inconfort et des réactions négatives dans l'immédiat. Un bon exemple, c'est que, par exemple, donner une rétroaction authentique face à la performance d'un athlète lors d'une compétition en nommant ses forces, mais aussi ses zones de développement. Là, on sort d'une pandémie. Je pense que ça nous a tous affectés, athlètes, entraîneurs, tout le monde. Ce qui permet d'être bienveillant, bien, c'est aussi d'être bien soi-même. Donc, je vous invite aussi là, à prendre du temps pour vous. Je pense qu'on a eu des années difficiles derrière nous. C'est important, c'est ça, là, de prendre soin de soi aussi dans tout ça, pour être capable de prendre soin des athlètes aussi par la suite. Donc, on entre maintenant dans la dernière portion de l'atelier. Donc, jusqu'à date, on a vu comment diminuer les facteurs de risque, favoriser les facteurs de protection et adopter une posture de bienveillance pour prévenir ou intervenir auprès d'athlètes qui vivent de l'anxiété de performance. Donc, il y a aussi d'autres outils qui peuvent être mis en place pour accompagner des athlètes. Ici, l'objectif, c'est de vous présenter plusieurs techniques en préparation mentale que les consultants en performance mentale emploient de manière générale. Donc, ce n'est pas de faire en sorte, c'est vraiment plus à titre d'introduction. Donc, si vous avez des questions, je pourrais en parler plus par la suite, mais c'est vraiment un survol là, pour vous faire voir là, ces outils. Donc, le premier, c'est d'intervenir sur les pensées négatives. Tantôt, j'ai parlé de beaucoup de pensées catastrophiques. Donc, c'est comment intervenir auprès des pensées catastrophiques avec les athlètes. Comment aussi faire en sorte qu'ils se relaxent. Donc, travailler avec eux là, leur relaxation, leur discours interne, leur petit doigt dans leur tête, puis comment visualiser et faire preuve de pleine conscience d'être dans le moment présent.
Donc, si en lien avec l'intervention sur les pensées négatives, chaque personne interprète une situation avec ses lunettes, avec sa vision, finalement, ses perceptions. Puis, en lien avec des gens qui ont de l'anxiété de performance, mais les lunettes peuvent être un petit peu déformées. Donc, il peut y avoir de la dramatisation, de l'exagération de certaines situations. Donc, ça peut être important de remettre en question les pensées catastrophiques que les athlètes peuvent vivre. Pour le faire, bien, vous pouvez poser des questions sur les peurs, les craintes de vos athlètes. Vous pouvez identifier, c'est ça, là, quelles sont leurs pensées négatives, puis tenter de remettre en question ces pensées-là en fonction de la réalité. Donc, si, par exemple, un athlète dit « à chaque fois que je suis en compétition, je perds mes moyens », on pourrait se questionner sur le fait que ce n'est pas peut-être à chaque fois qu'il est en compétition. Il doit avoir des moments dans la compétition où il est en possession de ses moyens. Fait qu'on pourrait lui demander, bien, la dernière fois, une dernière compétition, comment ça s'est passé? Est-ce que réellement aucune des compétitions auxquelles tu as participé dans ta vie ne s'est bien passée? Puis d'essayer de voir là, finalement, de le ramener plus dans la réalité, puis diminuer l'exagération peut-être. Donc, si certains athlètes aussi peuvent avoir, on l'a vu tantôt, des attentes de l'entourage, puis avoir des perceptions reliées à ça. Certains peuvent se dire, bien, je dois performer en tout temps, c'est obligatoire, je n'ai pas le choix. En tant qu'entraîneur, on peut essayer de questionner ces pensées-là, demander, bien, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un humain performe en tout temps? Puis qu'est-ce qui arriverait si tu ne performes pas? C'est le genre de questions qu'on peut poser. Ensuite, c'est important de dédramatiser. Donc, c'est possible de développer des pensées plus aidantes puis de dédramatiser la gravité de la situation. Donc, il y a certains athlètes qui croient qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, comme je l'ai dit, puis qui ont des idéaux de réussite quasi inatteignables. Mais c'est normal de faire des erreurs, on est tous humains. Donc, c'est ça, il faut se rappeler aussi qu'un échec, c'est rarement une finalité. Ça peut être une occasion de plusieurs apprentissages. Donc, il y a plusieurs grands athlètes qui le démontrent. En fait, je pense que tout le monde dans sa vie a vécu des échecs, si on peut dire, des moments où ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Puis c'est à travers ces apprentissages-là qu'ils sont devenus les gens qu'ils sont actuellement, comme par exemple Michael Jordan. Il y a des belles citations là, en lien avec les échecs qu'il a pu vivre. Je vais le massacrer, là, je ne me rappelle pas par cœur, mais c'est j'ai raté je ne sais pas combien de tirs de fin de match. Mon équipe a perdu je ne sais pas combien de fois quand j'étais à l'université. Puis je suis quand même un des plus grands joueurs de basket du monde. T'sais. Donc, c'est vraiment inspirant de comparer avec des athlètes professionnels qui sont aussi souvent des modèles pour les joueurs. Donc, en dédramatisant, on peut, c'est ça, questionner sur qu'est-ce qui arriverait si ça ne se passe pas comme tu le souhaites ou que tu commets des erreurs. On peut tenter par la suite de fixer des objectifs précis et atteignables pour sécuriser l'athlète, puis d'orienter les objectifs pour les définir précisément, puis de ramener l'attention sur la réussite de ces éléments plutôt que sur des pensées catastrophiques. Donc, c'est intéressant d'avoir des objectifs sur lesquels l'athlète a du contrôle. Parfois, l'athlète veut avoir comme objectif, moi, je vais être le meilleur dans tel sport. Il n'y a pas beaucoup de contrôle sur la performance des autres athlètes qui vont compétitionner contre lui. Ça, c'est le type d'objectif avec moins de contrôle, mais si plutôt que de se dire je vais être le meilleur, s'il vise plutôt à s'améliorer ou à développer certaines techniques, dans ce cas-là, il y a beaucoup plus de contrôle sur l'atteinte de ses objectifs. Finalement, le dernier point, c'est prendre ou rendre le contrôle. Justement, c'est en lien avec ça, ce qui est en son contrôle ou ce qui ne l'est pas. Donc, quand un athlète a des pensées anxieuses en lien avec, par exemple, la météo, il se demande, s'il pleut, moi, je ne sais plus quoi faire là, sur le jeu, il n'y a pas de contrôle sur la météo. Il peut bien anticiper qu'il va avoir du tonnerre pendant la compétition, mais ça ne sert à rien de stresser d'avance d'anticiper cette situation-là, étant donné qu'il n'y a pas de contrôle. Ce qu'il y a du contrôle, c'est sur les actions qu'il peut faire pour réagir à cette situation. Donc, on peut regarder avec l'athlète comment l'ajuster, comment faire en sorte qu'il puisse bien réagir à une situation hors de son contrôle. Puis si, à l'inverse, il y a un certain contrôle sur la situation, c'est de voir aussi avec lui comment il peut faire preuve de contrôle pour diminuer ses pensées anxieuses. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est de la question des exercices de relaxation. Donc, les principes derrière la relaxation, c'est d'adopter une attitude passive, d'essayer d'être plus relax, assis ou couché.
de tenter de relaxer ses muscles puis de s'installer dans un environnement calme. Le fait de faire des respirations calmes, lentes et profondes, puis de gonfler son ventre, ça va avoir un impact physiologique sur la personne. Donc, l'anxiété puis le stress, je l'ai dit, ça entraîne une réaction d'alarme chez la personne, puis ça entraîne la libération de cortisone, de l'hormone du stress. Les respirations, ça peut aider justement à diminuer la libération de cette hormone-là. Donc, le fait de faire des grandes respirations, ça peut aider justement à calmer, à détendre l'athlète. Ce qui est important à noter, c'est la fréquence finalement d'inspiration et expiration. Si on respire puis on expire trop rapidement, bien, ça peut avoir un peu l'effet d'activation, d'activer la personne. Vous avez peut-être vu des athlètes, des joueurs de football qui se préparent en faisant bien, c'est le genre de respiration qui est peut-être moins adéquate là, quand on cherche à se relaxer. Donc ici, j'ai donné quelques balises là, de 4 secondes d'inspiration, retenir 4 secondes puis expirer 8 secondes. Puis ça permet justement de se calmer, de diminuer son anxiété, puis aussi de prendre du recul sur la situation. C'est possible aussi de coupler les exercices de relaxation avec la musique. C'est important de choisir la bonne, évidemment. Puis c'est possible aussi de la combiner là, avec les autres techniques qu'on va voir par la suite, comme la pleine conscience et la visualisation. Ensuite, le discours interne, bien, c'est vraiment le dialogue qu'une personne a envers elle-même, qui permet de réguler, évaluer, régule et modifie, je recommence. Interprète des sentiments et des perceptions, régule et modifie des évaluations et des convictions et se donne des instructions et un renforcement. Donc, c'est vraiment la petite voix interne. Pour certains, cette petite voix-là peut être positive, alors que pour d'autres, ça peut être plutôt négatif. Si, par exemple, on pense à quelqu'un qui vit de l'anxiété de performance, cette petite voix-là peut être assez négative. Donc, ça peut être de voir avec elle, c'est quoi la petite voix qu'elle a dans sa tête, de voir avec l'athlète quelle est cette petite voix, puis de tenter de la modifier pour un discours interne qui serait plutôt réfléchi, qui va l'aider à avoir des pensées là, plus aidantes. Donc, il y a plusieurs utilités au discours interne. La première, c'est de contrôler l'anxiété. Le type de discours qu'une personne pourrait avoir pour s'aider face à cet objectif-là, ça pourrait être de se dire, bien, respire, tu n'as pas de contrôle là-dessus, fais de ton mieux. Ou en faisant ses respirations pour se calmer, bien, elle pourrait se dire le mot calme en expirant. Ça marche quand même bien, ça. Celui-là, là, vous pourriez l'essayer, vous verrez. C'est un de mes préférés. Sinon, pour augmenter la concentration et la technique, le discours aussi interne peut être intéressant. Dans le cas, par exemple, de coureurs d'endurance qui ont certaines habiletés techniques à travailler, bien, peut-être que ça peut être de se motiver et de travailler certaines habiletés par le discours grand longtemps. Fait que si tu dis grand longtemps, il faut que je me redresse quand que je cours, puis constant. La constance est importante. Puis le dernier, bien, c'est d'augmenter la motivation à l'effort fourni. Donc, on peut se dire go, 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 donne tout ce qui te reste, tu es capable. Donc, c'est le genre de discours là, qui est motivant pour une personne. Donc, les principes, c'est qu'autant s'il est automatique ou réfléchi, on cherche à avoir des discours qui sont positifs, qui vont être aidants pour la personne. Idéalement court. On ne va pas se mettre 3 phrases à se répéter à chaque fois, ça va être très long à retenir, puis ça risque d'être moins automatique. Puis on cherche aussi à ce que ce soit formulé à la positive. Fait que, par exemple, on ne va pas dire lâche pas. Parce que lâche puis pas, c'est assez négatif. On va peut-être focuser sur le mot plutôt que sur le sens complet de la phrase. Donc, de tenter de trouver des mots qui sont formulés à la positive. Ensuite, il y a la visualisation, qui est aussi synonyme là, de l'imagerie. Donc, c'est le fait de s'imaginer en train de réaliser une tâche, comme par exemple de compétitionner. Ça permet de diminuer l'anxiété en augmentant le sentiment de contrôle et d'efficacité. Puis ça permet aussi d'améliorer la performance. Donc, le fait de visualiser en situation de compétition ou de pratique d'un certain élément, bien, ça permet de se concentrer, pratiquer l'enchaînement de mouvements, diminuer le temps d'acquisition d'éléments techniques ou tactiques. Pour faire la visualisation, la procédure à suivre, bien, c'est de s'installer dans un endroit calme et sans distraction idéalement, puis de tenter de se relaxer. Il y a plusieurs stratégies, plusieurs façons de faire. Ici, je vous en propose une, mais ça peut être de s'imaginer à la première personne, donc dans notre corps, en train de faire la situation, l'action sélectionnée. Puis de tenter de s'imaginer là, une tâche qui est proche de la réalité. Donc, dans le même environnement,
avec les mêmes sensations, autant physiques, les mêmes sons, les mêmes senteurs, odeurs, tout ça. Puis de réaliser l'action à la même vitesse qu'elle serait faite dans une situation réelle. Donc, ce qui est gagnant aussi, c'est d'imaginer, de visualiser là, une situation qui est positive, qui se passe bien, surtout dans le cas d'athlètes qui vivent de l'anxiété de performance. On veut qu'ils se visualisent en situation de réussite. Puis, le dernier point, c'est de tenter de générer les mêmes émotions qui seraient vécues pendant la situation. Donc, si un athlète anticipe sa compétition puis qu'il s'imagine dans le même état, donc il va probablement être stressé, il va être peut-être anxieux aussi. Donc, le fait de vivre ces émotions-là puis de tenter d'appliquer des stratégies à ce moment-là, ça va lui faire vivre des réussites, ça va lui permettre de se sentir outillé. Puis en situation réelle, il risque d'être peut-être plus préparé à affronter là, la situation qui le stresse, qui entraîne l'anxiété. Finalement, il y a la pleine conscience. Vous n'avez peut-être déjà entendu parler. En fait, c'est d'avoir conscience de l'expérience du moment présent sans porter de jugement. Donc, c'est le fait de porter attention au présent. Ça va distancer la personne de ses pensées catastrophiques. Parce que l'anxiété, c'est vraiment, on s'imagine dans le futur, puis on s'imagine des situations hypothétiques plates qu'on ne veut pas qu'il arrive finalement. Fait que se ramener sur le présent, ça va vraiment nous distancer de ces pensées-là. Puis porter attention sur le présent, ça peut être fait de plusieurs manières. Là. Ici, j'ai donné des exemples comme écouter les sons, porter attention au contact de notre corps sur le sol, sur notre chaise, le vent sur notre visage, le rythme de notre respiration, les odeurs qui nous entourent, etc. La pleine conscience est reconnue pour diminuer l'anxiété, puis aussi favoriser l'état de flow. Donc, c'est dit de plusieurs manières, mais par exemple, pour être dans la zone quand on pratique une activité physique. Pour faire de la pleine conscience, on est chanceux, il existe plusieurs applications gratuites accessibles. Ici, j'en ai présenté quelques-unes qui sont disponibles en français, comme Petit Bambou, Zenfi, Rose Buddha, puis certaines autres aussi là, bien connues en anglais, comme Headspace, Calm, puis Insight Timer. Donc, en conclusion, il y a plusieurs athlètes qui peuvent vivre l'anxiété de performance. C'est possible de prévenir et diminuer l'anxiété de performance en réduisant les facteurs de risque, puis en favorisant les facteurs de protection, comme on a vu. Faire preuve de bienveillance aide à soutenir les athlètes qui présentent l'anxiété de performance. Puis, il y a certaines techniques qui peuvent être mises en place pour favoriser le retour au calme et au moment présent. Donc, ici, dans le cadre de la présentation, on a passé rapidement sur plusieurs concepts. Mais si c'est un domaine qui vous intéresse, la santé mentale dans le sport, comme ça a été discuté tantôt, j'ai fait un balado en collaboration avec une étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Véronique Gauthier. Puis, dans le cadre des 3 capsules, on discute de plusieurs enjeux qui sont vécus autant chez des sportifs professionnels et olympiques, comme dans le domaine du judo, du volleyball. On a aussi une capsule qui parle des enjeux vécus par les entraîneurs, puis aussi des sportifs récréatifs avec Kevin Raphaël puis Chloé Rochette, qui a l'entreprise Happy Fitness. Kevin Raphaël, qui est aussi entraîneur de football au secondaire. Puis, la dernière capsule, on discute avec des psychologues du sport de comment favoriser la santé psychologique des athlètes, autant dans le sport récréatif que dans le sport professionnel ou plus compétitif. Donc, il y a aussi l'organisation Sport-Aide, que vous connaissez peut-être, qui offre une ligne d'écoute qui pourrait être utile pour les athlètes qui vivent de l'anxiété de performance. Donc, vous pouvez les référer à cette ligne d'écoute-là. Ils peuvent discuter là, de leurs préoccupations avec une personne au téléphone. Ça peut être j'imagine qu'en tant qu'entraîneur, vous avez des horaires chargés aussi. Donc, les stratégies que j'ai proposées aujourd'hui peuvent parfois être plus difficiles à mettre en place. Donc, ça pourrait être une belle aide là, qui est accessible gratuitement. Puis, si c'est des sujets qui vous intéressent, là, le domaine plus de la préparation mentale, de la psychologie dans le sport, de la santé mentale en général, le Sport-Aide aussi propose plusieurs lectures complémentaires sur leur site. Puis ici, je vous ai donné le lien, là, mais sur le site, vous pouvez le trouver facilement. Puis finalement, il y a l'Association canadienne de psychologie du sport qui répertorie là, tous les consultants en performance mentale. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'ordre professionnel qui régit ce titre-là. Mais si vous voulez avoir le soutien d'un consultant en performance mentale qui a des compétences certifiées par l'association, vous pouvez aller justement sur le site de l'association pour trouver un consultant dans votre région.
Ça fait pas mal le tour. Merci beaucoup pour votre attention. Puis là, je suis disponible pour toutes les questions que vous avez. Si jamais vous en avez par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible aussi par courriel en tout temps. Merci beaucoup aussi à Pour 3 points pour cette belle opportunité de conférence aujourd'hui. C'est toute une belle occasion pour moi là, de vous parler. Ici, mes références. Et voilà. Merci à toi, Sophie, pour une super belle présentation. Comme promis, au début, c'est l'heure de prendre, excusez, de prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions, on peut y aller en mode popcorn, comme on aime bien dire chez nous, ou bien dans le chat aussi, sentez-vous bien à l'aise, c'est le temps des questions. Je pense que c'est ça, d'y aller avec d'y aller avec bienveillance, comme on l'a vu, là, je pense que c'est vraiment gagnant. C'est certain que l'on veut donner le même niveau de stress à tout le monde. J'aurais tendance à faire une intervention plus générale qui s'applique à tout le monde. Puis les quelques athlètes là, qui vivent l'anxiété de performance, peut-être les voir par la suite. Puis je ne sais pas si vous avez cette opportunité-là là, de les voir par la suite, mais ça pourrait être une option. Là. Mais c'est une bonne question. Moi, Sophie, en fait, c'est pas une question, mais c'est du push que j'aimerais faire. C'est quelque chose que tu as mentionné dans ta présentation que j'ai vraiment apprécié. Quand tu parlais par exemple, l'athlète le plongeur qui était angoissé, tu sais, à l'idée de plonger devant des gens, tout ça. Puis souvent, tu sais, tu parlais de ça dans le cadre de la bienveillance, comment est-ce qu'on peut adopter une posture de bienveillance. Puis souvent, des fois, on pourrait avoir le réflexe de dire, ben, tu sais quoi, tu sais, tu vas plonger tout seul, puis comme ça, il n'y aura personne. Ça. Alors qu'au final, c'est ce qu'on peut interpréter comme la bienveillance. C'est pas nécessairement au service de l'athlète qui va devoir plonger devant la planète au complet, là, tôt ou tard, tu sais. Donc, j'ai aimé l'idée de l'accompagner en introduisant progressivement du stress, en disant, bon, par exemple, toi, tes coéquipiers sont distraits, mais ils sont là, toi, plonger. Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant, l'idée que la bienveillance, c'est pas d'aseptiser tous les facteurs de stress, parce que finalement, l'athlète, forcément, tôt ou tard, va être mis en situation de stress, mais c'est peut-être de les intégrer à compte-goutte selon l'athlète. J'ai vraiment aimé cette portion-là, cette nuance-là par rapport à la bienveillance. Bien, c'est ça, la bienveillance, c'est pas opposé à la performance, là, dans le sens que c'est ça, l'objectif, c'est de sortir la personne un peu de sa zone de confort, mais dans un niveau où est-ce que ça va être motivant pour elle, puis qu'elle va sentir qu'elle a les capacités pour réaliser la situation qui lui est demandée. Fait que c'est ça, c'était super bien dit, là. On cherche quand même à leur donner un niveau de stress, mais qui va être motivant pour eux, finalement, qui va les amener à être plus autonomes. Oui, absolument. J'ai le goût, mettons, d'aller un peu pratico-pratique là, pendant que tous mes collègues ici sont en train de réfléchir à leurs nombreuses questions. Tu sais, mettons, situation de match, un athlète, crise d'angoisse, ça arrive sur le... tu sais, des fois, bon, on n'a pas toujours l'équipe, le staff pour pouvoir... Qu'est-ce que tu aurais à dire tu sais, à des entraîneurs comme moi qui gèrent ça, puis là, l'athlète panique, puis là, comme pratico-pratique, là? Une crise d'angoisse, par exemple? Ouais, exact. Je pense que c'est ça, là, de regarder avec eux, c'est tenter de les relaxer. Souvent, là, d'y aller par un décompte par en arrière. Fait que, mettons, 10, 9, 8, demander à l'athlète de faire un décompte, ça va le ramener un peu plus vers le moment présent. Ça va peut-être l'aider à se ressaisir un petit peu. Puis après ça, de regarder avec eux là, les pensées qu'ils vivent. Là. C'est quoi les pensées, les craintes qu'ils ont, qui ont entraîné cette angoisse-là. Puis de dédramatiser, de voir, OK, c'est ça, tu as peur, mettons, par exemple, d'être jugé par les autres. Mais qu'est-ce qui arrive si jamais les autres te jugent? C'est quoi le pire qui peut arriver? Comment qu'on peut, si les gens te jugent, comment qu'on peut s'en sortir? Peut-être qu'on pourrait s'en sortir avec l'humour, ou essayer de trouver là, des solutions finalement pour dédramatiser et outiller l'athlète là, face à ses craintes. Ouais, une certaine façon de lui faire réaliser que ben, si jamais c'est la fin du monde, ben finalement la fin du monde, c'est pas si pire que ça, finalement. C'est ça. Puis, peut-être aussi, des fois, en partageant des expériences que vous avez vécues en tant qu'ancienne athlète actuelle ou entraîneur, ça peut lui montrer que, mon Dieu, vous l'avez vécu aussi, vous en êtes sorti, puis personne n'est mort. Tout le monde, c'est ça, tout le monde peut traverser ça.
ça peut être motivant d'avoir des exemples qui sont parvenus aussi, là. Vraiment cool, vraiment cool. Merci beaucoup. C'est une bonne question. C'est ça, ben, vous l'avez bien dit, là, vous avez un travail qui est demandant en tant qu'entraîneur. Puis, on ne peut pas non plus vous donner tous les mandats de la planète, là, comme accompagner des athlètes qui vivent des enjeux particuliers. Dans ces moments-là, quand ça entrave votre travail, tout ça, ben, c'est de voir, c'est ça, est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'on peut diriger cet athlète-là vers des services là, qui vont bien l'aider? Dans le cas où vous vous nommez, je pense que c'est bien de l'avoir fait, là. Peut-être que c'est des gens qui ne connaissaient pas ces services-là, donc le fait de leur proposer, de leur ouvrir des portes, ben, ça va peut-être leur permettre là, de savoir qu'il y a des solutions, de s'outiller aussi, peut-être qu'ils ne savaient même pas que c'était possible de le faire. Donc, je pense que de référer, c'est toujours gagnant. Puis de ne pas trop vous en mettre sur les épaules aussi. Là, c'est ça, quand vous voyez que la situation, si par exemple, c'est un problème de santé mentale, dans le fond, à partir du moment que ça entrave le fonctionnement de la personne, c'est vraiment important d'aller consulter rapidement dans les services psychosociaux, là. Donc, de référer les gens, là, c'est toujours gagnant. Puis, il y a l'organisation Sport-Aide, comme j'ai dit, là, qui peut facilement soutenir les athlètes. Puis, le service téléphonique permet d'écouter les athlètes, mais aussi de les rediriger. Donc, vous pouvez aller voir sur ce site-là là, pour plus d'informations si vous voulez. Ça dépend aussi à quel niveau les besoins sont. T'sais, si c'est vraiment relié au sport, le site Sport-Aide là, peut facilement vous accompagner dans tout ça. Mais là, dans le cas de besoins qui sont plus reliés à la famille, à des enjeux là, scolaires ou à d'autres niveaux, bien, c'est certain d'autres ressources qui sont possibles. Vous pouvez appeler là, le 811 pour Info Sociale, finalement, pour avoir accès à. En fait, vous pouvez leur recommander, eux, d'appeler. Ce n'est pas à vous d'appeler nécessairement, mais c'est ça, ils peuvent aller voir quelles ressources sont disponibles pour eux gratuitement aussi. Oui, bien, chez certaines personnes, ça peut être de l'irritabilité. Certains peuvent être vraiment, vraiment fâchés rapidement quand par exemple, ils ne réussissent pas un élément technique là, en entraînement ou en compétition. Ça peut être des jeunes qui s'excluent un peu, qui se retirent là, face à leurs coéquipiers, qui sont plus solitaires. On pourrait regarder là, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est des pensées là, finalement qui viennent, des pensées anxieuses reliées à ça? Parce que certains aussi peuvent vivre l'anxiété sociale dans le sport. Donc, d'aller voir ça auprès des athlètes là, qui sortent un peu. En fond, c'est ça. Je pense que ce qui est à noter, c'est important, je pense qu'en tant qu'entraîneur, de parler à tous ces athlètes, mais particulièrement quand que l'athlète fait un comportement qui est moins typique finalement. Par exemple, un athlète qui s'exclut du groupe, un athlète là, qui va vivre plus de l'irritabilité, qui va avoir des comportements plus dérangeants, bien, c'est aussi peut-être que c'est un signe là, d'anxiété, puis que c'est sa manière là, de tenter de s'ajuster à ces pensées envahissantes-là, bien, peut-être que c'est par les comportements extériorisés. Fait que d'essayer d'être attentif, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs manières que ça peut se déployer là, chez les athlètes. Ouais, je trouvais ça intéressant, Laurent, quand tu parlais des fois, par exemple, dans le contexte de sport d'équipe, d'avoir des athlètes, par exemple, dans le contexte de sport d'élite, par exemple, ou une équipe de basketball, disons que, dont tu as tes joueurs 1 à 12, on va dire, ben, le joueur 1, 2, 3 vont faire plus souvent appel à eux, donc vont être plus souvent exposés à du stress, et développer les outils, puis comment gérer mon stress, versus le joueur 12 qui lui, c'est moins, il va être là moins souvent. Fait que des fois, c'est peut-être être attentif à ça, puis de créer des situations où est-ce que ben, le joueur 12 va être plus souvent, va être sur le jeu, par exemple, dans un match donné, un match hors concours, par exemple, qui a moins d'importance, mais donner la chance aux joueurs 9, 10, 11, OK, là, c'est votre match, puis sachant que le match va être serré, il va y avoir du stress, donc vont avoir eux aussi la chance de vivre, de dealer avec le stress, puis de pouvoir après ça avoir des opportunités pardon, d'apprentissage. Fait que je pense que ça peut être intéressant comme coach d'être conscient de ça, puis de permettre à tous nos athlètes de vivre cette expérience-là, ces expériences en situation de stress, puis qu'ils puissent grandir là-dedans. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, Sophie. Oui, oui, c'est certain. Là, il y a plusieurs choses qui peuvent
stresser les athlètes. Là, dans les sports d'équipe aussi, ben, c'est pas tous les athlètes qui ont exactement le même rôle dans l'équipe. Par exemple, au football, un botteur va avoir beaucoup de pression sur ses épaules quand il va être appelé sur le terrain versus certains autres joueurs peut-être aussi. Donc, c'est ça, c'est certain là, d'être attentif comme je parlais, là, si le joueur ben, par exemple, est malade, se présente moins. Puis, souvent, avec l'anxiété, on peut voir ça. Certains joueurs peuvent un peu, peut-être, donner moins d'efforts avant une compétition qui les stresse. Puis, c'est un mécanisme qui leur permet un peu de se protéger, de protéger leur ego. C'est comme s'ils se donnent un auto-handicap, ce qui va justifier le fait qu'ils ne vont pas bien performer parce qu'ils anticipent une mauvaise performance. Fait que ça peut être de voir là, un joueur ça se passe moins bien en entraînement, vous vous questionnez un petit peu là, pourquoi, bien, ça peut être de voir, là, ça peut être un signe aussi d'anxiété chez l'athlète. Une autre question pour toi, Sophie. J'ai souvent entendu, puis en fait, j'ai souvent fait partie de certaines discussions avec de coach avec l'enjeu de dire, OK, par exemple, tu sais, je pense, mettons, à un joueur de golf, par exemple, qui tape des balles sur un terrain de pratique. Il y a un panier de balles, il y a 60 000 balles, genre, fait que j'en frappe une, je manque, je frappe l'autre et l'autre et l'autre. Puis là, quand j'arrive sur le terrain pour jouer, ben là, c'est une balle, un coup, et là, toute la pression du monde. Donc, il y a quelque chose en pratique qui représente pas le stress du match. Et souvent, comme coach, on parle, tu sais, puis mettons que là, je transpose dans un contexte de sport d'équipe, on se dit, ben, c'est important de trouver des façons en pratique de, d'incorporer des éléments de stress pour justement préparer les athlètes pour que quand ils arrivent en match, ben, ils sont dans un mode de déjà vu, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette façon de penser-là? Je pense que c'est vraiment une bonne stratégie. On veut les pratiquer, surtout si on fait de la préparation mentale avec nos athlètes, c'est bien qu'en entraînement, on essaie de reproduire des situations de match. Si on sait, justement, par exemple, dans le cas du golf, là, si on voit que notre athlète a beaucoup de misère quand il y a la pression, quand tous les spectateurs le regardent, puis que là, ben, il sait que les autres golfeurs avant lui, ils ont réussi en un seul coup là, leur coup, là, finalement. Je connais pas beaucoup le golf, là. Mais c'est ça, s'ils réussissent du premier coup, ben, il se met de la pression. Après, ben, mon Dieu, moi aussi, là, si je veux rester dans la compétition, il faut que je le fasse en un coup. Là. Fait que ça peut être de le pratiquer en situation d'entraînement. Sinon, ben, la visualisation que j'avais parlé peut être aussi une belle stratégie, de se remémorer, de s'imaginer en situation de compétition, les mêmes émotions, la même situation. On peut même s'imaginer là, le fait qu'il passe après d'autres joueurs qui ont bien performé avant lui. Fait que ça peut augmenter son état de stress. Puis c'est ça. Vous pouvez aussi les mettre en situation, en sachant par exemple que, par exemple, dans une équipe de soccer ou de volleyball, si l'équipe adverse réussit un point, marque un point où ça se passe vraiment bien de l'autre équipe, puis que votre équipe, souvent, quand ça se passe en situation de match, bien, leur motivation diminue, ils jouent moins bien par la suite, puis que leur confiance en eux tombe, bien, ça pourrait être en entraînement d'essayer de reproduire cette situation-là, puis de travailler avec l'équipe. OK, bien, là, maintenant, là, vous venez de vivre une situation qui vous a déstabilisé. L'équipe adverse, qui pourrait être une moitié de l'équipe, de votre équipe, finalement, là, avec des dossards, vient de gagner, mais comment que nous, maintenant, on peut essayer de garder notre motivation? On peut travailler là, à ce moment-là. Le moment présent, comment se ramener vers le moment présent, travailler les pensées catastrophiques qu'ils pourraient avoir. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place avec eux pour les outiller. Là. Mais c'est vraiment un bon point de tenter de les mettre en situation proche du match. C'est gagnant aussi. J'ai le goût de partager un exemple pratique de ça. C'est un collègue qui m'avait conseillé ça. On se préparait à préparer une équipe de basketball pour un championnat. Puis lui, ce qu'il m'a dit, il dit, écoute, on va downloader la trame sonore d'une foule de soccer européen, là. Affaire de fou, là. Et ce qu'on a fait, on a fait ça, puis on a sorti les speakers, puis on a vraiment, dans la pratique, là, comme quand on est sorti là, on avait mal à la tête, là. Les speakers étaient dans le tapis, c'était fort, puis les athlètes devaient travailler dans cet environnement-là. Puis ce qui a été le moment, le highlight de cette pratique-là, c'est quand des athlètes d'un autre gymnase à côté, ils entendaient du bruit, ils se sont dit, coudonc, il y a une compétition internationale ici. Puis quand ils ont ouvert la porte, c'était leur face de voir comme, OK, il y a juste 12, il y a 12 jeunes, genre, c'est quoi ça? Mais c'était drôle, mais l'idée c'était vraiment ça, c'était que là, fallait qu'ils communiquent sans s'entendre, fallait
Et on a vu les fruits de ça, tu sais, arriver en compétition, il y a du bruit, tout ça, mais c'est normal, on sait comment fonctionner dans un environnement comme ça. Fait que je pense que des fois, c'est des idées pratico-pratiques comme ça, mais qui mettent nos athlètes dans des situations de succès tu sais, par rapport à comment gérer le stress et l'angoisse. C'est vraiment une bonne stratégie, l'auditoire enregistré, là. Je l'avais jamais entendu celle-là, mais je la garde en note. Ouais, c'était cool, c'était cool. Merci. Mal à la tête après, ça prend les Tylenol après, c'est sûr, mais ça a du bon sens. Ben, c'est des bonnes idées. Justement, quand que les joueurs jouent à l'extérieur, les joueurs et joueuses, quand ils jouent à l'extérieur ou à domicile, selon le niveau des joueurs souvent puis leur niveau de confiance, ils peuvent avoir des craintes différentes. Dans ton cas, c'était de jouer devant des gens connus. Mais pour certains, ben, c'est de changer de terrain, d'être dans un autre environnement qu'ils connaissent moins, d'être face à une foule qui est peut-être moins favorable à l'équipe aussi. Si on joue au domicile de l'équipe adverse, bien, sûrement qu'il y aura plus de fans de l'équipe adverse de gens qui vont nous encourager. Des fois, l'auditoire peut être moins. Il peut avoir un esprit sportif peut-être moins présent aussi. Là. Des fois, les équipes, les spectateurs d'équipes adverses peuvent faire bout ou avoir comme des comportements inadéquats envers l'équipe. Tout ça, ça peut être peut-être des éléments aussi qui pourraient être travaillés en situation d'entraînement. Voir comment faire en sorte de garder son focus, sa motivation quand on est face à un auditoire qui est peut-être plus hostile envers l'équipe aussi. Quand tu parlais, Sophie, de visualisation, on était dans les outils, que je pense est excellent là, comme outil. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être introduit systématiquement dans la pratique d'une équipe tout au long de la saison? Puis pourquoi je pose la question, c'est que, par exemple, à l'approche d'un tournoi ou quelque chose, on décide que, OK, là, on va faire de la visualisation pour outiller les athlètes pour diminuer le stress, si on veut. Est-ce que ça peut ne pas avoir, ou du moins avoir l'effet inverse de dire, oh mon Dieu, OK, là, pourquoi on fait de la visualisation, OK, c'est un gros match, et finalement faire l'effet inverse, c'est pas déjà dans la routine de l'équipe? Oui, ben c'est ça par rapport. Le risque là, de faire de la visualisation au départ, ben, c'est faut s'habituer là, à cette technique-là aussi. Là, c'est pas quelque chose qu'on acquiert rapidement en tant qu'athlète quand on fait de la visualisation. Donc, ce que je recommande, c'est peut-être de se familiariser avec des techniques pour commencer. Peut-être si vous enseignez une nouvelle technique dans le cadre de votre sport, bien, de recommander aux joueurs le soir après leur journée, bien, de se coucher dans leur lit puis de se visualiser en train de pratiquer cette technique-là. Ça pourrait être une belle initiation. Puis quand ils sont plus familiers avec la visualisation, bien, les guider là, face à comment visualiser une compétition qui risque d'être plus importante, là, peut-être qui va être associée à plus d'anxiété de la part des joueurs. Puis c'est ça, si dans le cas où le joueur n'est pas en mesure de visualiser la compétition positivement, s'il s'imagine là, finalement que ça dérape et que là, c'est la pire compétition de sa vie, bien, à ce niveau-là, moi, je recommanderais d'arrêter là, la visualisation. Ça va être plus contre-productif qu'aidant. Puis avec vous, si vous sentez que vous êtes assez solide là, en visualisation, bien, vous pourrez à la limite faire une visualisation de groupe, peut-être dirigée, un peu plus comme la méditation dirigée, là, quand on dit OK, bon, bien, maintenant, fermez vos yeux, vous êtes en situation de match, on est à tel endroit, vous entendez tel son, ou peut-être dirigé, là, il se passe telle chose, vous êtes à tel endroit sur le jeu. Peut-être le diriger pour s'assurer que ça reste positif, dans le cas d'athlètes là, qui ont plus cette difficulté-là. Oui, ben en fait, le dialogue interne, c'est quelque chose qui est très profond, souvent, qui réfère là, à des situations. En fait, tout au schéma interne qu'une personne a pu développer au courant de sa vie. Fait que ça réfère à ses premières expériences de vie. Il y a un discours automatique qu'une personne peut avoir. Pour certains, ça peut être ben, je dérange quand je suis dans un local. Ou, moi, je suis quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé. Pour certaines personnes, ça peut être ce genre de discours-là très, très, très ancré qui peut être présent. Puis ça peut être des exemples de petites voix négatives là, que des athlètes peuvent vivre ou que même tout humain peut vivre. Mais il y a aussi un discours plus en lien avec le sport qu'une personne peut avoir. Si cette personne-là pense qu'elle n'est jamais assez, qu'elle est bonne à rien à cause de ses expériences de vie passée, bien, peut-être que sa petite voix risque d'être tu ne seras pas capable, tu n'es jamais bon.
Tu sais, des petites voix vraiment négatives qu'une personne peut avoir. Ça pourrait être un exemple en lien avec l'estime de soi. Bien, les expériences de vie façonnent une personne, puis aussi son estime personnelle. Tu sais, si la personne a été confrontée à des relations qui étaient moins soutenantes, qui étaient moins favorables à son développement, bien, ça se peut que son estime de soi bien, soit plus faible aussi, là, étant donné qu'elle aura été moins mise en situation de réussite, peut-être moins accompagnée aussi dans les moments difficiles de sa vie. Donc, je pense que ce serait ça l'impact entre les deux. Mais je pense que le discours interne peut favoriser l'estime de soi. Donc, si on cherche à adopter un discours qui est plus réfléchi, par exemple, là, on sait qu'on a une petite voix négative, puis on essaye de la taire en mettant un discours là, qui serait plus positif à la place, ben, je pense que le fait de s'encourager, de se dire tu es capable, tu vas l'avoir, puis en combinant ça avec des petites réussites au quotidien, là, en s'assurant en tant qu'entraîneur qu'on donne des défis atteignables à nos athlètes, bien, on va travailler l'estime de soi, puis la croyance aussi de la personne envers son discours qui est réfléchi. Fait que si on dit tu es capable, mais qu'il ne vit jamais de réussite, peut-être qu'il va se le dire, mais qu'il ne va pas y croire vraiment. Fait que faut essayer d'associer ça là, avec des réussites aussi. Là. C'est vraiment intéressant comme sujet. On pourra en parler longtemps. Je propose qu'on transitionne tranquillement vers la fin. Euh, et si vous avez d'autres questions, tout à l'heure, ma collègue Nadège a mis dans le chat le courriel de Sophie. Puis je pense, Sophie, tu l'as mentionné aussi, s'il y a des gens qui veulent la contacter de façon personnelle, vous pouvez le faire. Elle est ouverte à répondre à vos questions. Euh, ben, j'ai le goût de dire merci. Merci à tout le monde de votre présence et particulièrement merci à Sophie pour cette présentation d'excellente qualité. Et merci de ouais, voilà, on applaudit au bureau. Ça, c'est toute la gang du bureau qui applaudit, là. Merci pour Merci ta beaucoup. disponibilité. Merci pour euh, euh, ouais, d'avoir été là puis d'avoir partagé un peu de toi puis de tout ce que euh, de tout ce que tu embodies, c'est quoi le mot, incarne, de ce que tu incarnes. Ça rejoint beaucoup ce qu'on fait chez Pour 3 points. Et d'ailleurs, pour les autres, si vous voulez en savoir davantage, nos formations, le contenu, tout ce qu'on offre chez Pour 3 points, je vous invite à visiter notre site internet euh, pour3points.ca et de rester à l'affût sur les réseaux sociaux. C'est la dernière mi-temps de l'année, malheureusement, mais restez à l'affût, là, on travaille sur du nouveau contenu, nouvelle programmation, là, donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous allez être tenu au courant. Alors, ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de lunch, d'après-midi, de semaine, et on se revoit bientôt dans un environnement sportif. Bon après-midi, merci encore Sophie. Merci beaucoup. Bon après-midi. Salut tout le monde. Merci.